Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour ce nouveau débat consacré aux élections législatives. On est ensemble pendant 45 minutes pour cette émission préparée en collaboration avec France Bleu Champagne-Ardenne. Bonsoir Alexandre Blanc. Bonsoir. Alors ce soir, on va s'intéresser à la deuxième circonscription des Ardennes. Avec nous sur ce plateau, 5 candidats représentatifs des forces politiques engagées sur la circonscription. On les a choisis en se basant sur les résultats du premier tour de la présidentielle. Pierre Cordier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député sortant d'hiver droite, apparenté Les Républicains. Vous êtes aussi conseiller départemental du canton de Charleville-2. C'est bien ça. Face à vous, Baptiste Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national, vous êtes aussi conseiller régional. C'est ça. Paulina Bédélem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate ensemble et vous représentez donc la majorité présidentielle. Tout à fait. Également présent, Gilles Loyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de la nouvelle union de la gauche, la NUPES, pour LFI. NUPES. Et enfin Nadège Jacquemart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est bien ça. À noter que 4 autres candidats se présentent sur la circonscription. Christelle Bellé pour les Patriotes, Patrick Ben Youssef pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, Christelle Gallet pour le Parti animaliste et Ming Takawe pour Lutte ouvrière. Et quelques mots sur cette circonscription des Ardennes. Elle se trouve tout au nord du département. Regardez, elle comprend la Pointe de Givet, une partie de Charleville-Mézières, plus de 90 000 habitants, un long passé industriel et un déclin qui a laissé des traces aussi. Un territoire qui essaie de miser sur le tourisme. Enfin, dernier point important, au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 57,9% des voix. Voilà pour les présentations. Et on va donc couvrir ce débat avec les forces politiques présentes sur cette circonscription. Pierre Cordier, vous êtes donc candidat à un second mandat avec le soutien des Républicains. En 2017, vous étiez élu dans cet ancien bastion de gauche. En 2022, la gauche présente une candidature d'union. Le Rassemblement national totalise de son côté 58% des voix au second tour de la présidentielle. Vous ne vous sentez pas un peu à l'étroit, un peu coincé ? Non, je ne me sens pas à l'étroit parce que, si vous voulez, durant ces 5 années, j'ai donné le meilleur de moi-même sur le terrain. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes. Les gens connaissent mes convictions gaullistes, mais lorsqu'ils votent aux élections législatives, ils votent aussi pour une personne. Ils ne votent pas seulement pour une étiquette politique. Je crois qu'il faut avoir aussi ça à l'esprit. C'est un petit peu comme une élection départementale, et je crois que la dimension humaine et la reconnaissance du travail réalisé comptent énormément à l'occasion d'une élection législative. Donc effectivement, tout le monde a le droit de se présenter, il faut être tolérant, c'est la démocratie, mais bien entendu, je crois que le bilan est aussi un élément important dans un contexte politique difficile. Vous l'avez rappelé, 58% des voix pour Marine Le Pen, donc il y a un gros mécontentement sur cette circonscription. Justement, vous l'avez dit, 58% des voix pour le Rassemblement national. Baptiste Philippot, vous êtes le candidat du Rassemblement national. Vous étiez aussi conseiller municipal jusqu'à récemment d'opposition à Suippes dans la Marne. Vous vous présentez dans les Ardennes, pourtant, aujourd'hui. Ça a du sens, alors que vous avez une connaissance limitée de ce territoire ? Alors non, je n'ai pas une connaissance limitée de ce territoire. J'étais avant collaborateur de groupe auprès de Guillaume Lusca, qui était le concurrent finalement de M. Cordier en 2017. J'ai travaillé à ses côtés pendant 5 ans au conseil régional. Donc finalement, c'est une poursuite de l'engagement sur le territoire des Ardennes du travail qui a été mené par mon prédécesseur Guillaume Lusca, aux côtés duquel j'ai travaillé. Et je suis moi-même élu Grand Est de cette région, donc je connais l'ensemble des territoires du Grand Est. Mais votre ancrage, il est où aujourd'hui ? Encore une fois, c'est quand même une élection qui est nationale, c'est pour défendre un programme, un projet. Donc j'entends défendre le projet de Marine Le Pen, quel qu'il soit, peu importe que ce soit à Marseille, à Perpignan, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc pour vous, la circonscription n'a pas trop d'intérêt ? Mais quel intérêt ? Je ne vois pas vraiment la différence entre Charleville-Mézières. Les lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale s'appliqueront d'une façon uniforme que vous habitiez à Charleville-Mézières ou que vous habitiez à Marseille. Mais les problématiques ne sont pas les mêmes à Marseille et à Charleville-Mézières. Les problématiques d'insécurité sont les mêmes partout en France, sur tout le territoire national, malheureusement. On y reviendra donc. Paulina Bédélem, c'est le siège parisien de Renaissance qui vous a sollicité pour vous proposer l'investiture. C'est votre première campagne électorale en France. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a été marqué par de nombreuses crises, par l'expression aussi de fortes oppositions. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui ?
Alors, déjà, ce n'est pas la première campagne que je fais en France. Je me suis présentée aux élections départementales il y a 1 an. Donc, après, effectivement, vous savez, certes que c'est... Voilà, j'ai eu cette chance que c'est le Paris qui m'a contactée pour demander se présenter. J'avoue que le choix n'était pas facile, mais vous savez, je travaille dans les domaines sociaux et en plus, je suis d'origine ukrainienne aujourd'hui. Donc, en voyant la crise et tout ce qu'on vit aujourd'hui, les prix qui augmentent, bien évidemment, on dit que c'est au cause de la guerre en Ukraine. Mais moi, aujourd'hui, je trouve que de la département où j'habite, dans les Ardennes, il manque un peu les députés de terrain. Et je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai été choisie, parce que je suis quelqu'un volontaire, investi, présent, et je sais que je suis capable de me battre jusqu'au bout. Alors, on va revenir, hein, évidemment, après sur ces problématiques, ces enjeux que vous souhaitez défendre. Je vous ai vu réagir, Pierre Cordier. Mais avant cela, Gilles Loyer, quelques mots aussi. Vous, sur votre couleur politique, vous représentez donc cette nouvelle union de la gauche, la NUPES. Mais dans la vallée de la Meuse, qui a viré à droite en 2017, certains élus de gauche bien implantés ont déploré des candidatures imposées par Paris. Oui, alors c'est sûr, la NUPES, elle s'est créée assez rapidement. 13 jours de débats, de discussions pour se mettre quand même d'accord sur 650 mesures. Ce qui n'est pas rien, ce ne sont pas des mesurettes, c'est pour un changement profond de la société. Donc, effectivement, certains élus de gauche voulaient venir en découdre sur les plateaux, se lancer dans la bataille législative, mais il y a eu quand même une très belle discipline des forces de gauche qui ont... Mais vous comprenez ces élus justement de gauche dans la vallée de la Meuse, qui est un bastion, un ancien bastion de la gauche, qui aujourd'hui déplore de ne pas avoir été intégré dans ce processus et de ne pas pouvoir se présenter? Oui, ce sont les négociations au niveau du national. Maintenant, chacun a eu sa discipline de respecter et de ne pas faire cavalier seul. Le but, on le sait aussi quelque part, la NUPES n'a de valeur que dans un projet national. La France insoumise l'a prouvé en 2017, l'a prouvé ici en 2022, en portant un projet fort de rupture avec tous les gouvernements de droite qui se succèdent. Voilà, on a ce projet-là. On sait très bien que le soufflet va retomber après, et tout le monde reprendra ses couleurs, et feront, chacun dans ses rails et dans ses cours d'eau, chacun refera politique et discutera à l'Assemblée nationale. On aura enfin une Assemblée nationale qui pourra revivre, contrairement à ce qu'on a avec les députés de la majorité présidentielle, où tout le monde obéit au doigt et à l'œil. Et enfin, Nadège Jacquemart, candidate pour Reconquête. On voit dans les Ardennes certaines figures du Rassemblement national rejoindre Reconquête. Est-ce que, au final, vous défendez les mêmes idées ? Au final, oui, quelque part, oui, c'est on est très heureux de ce rapprochement avec le RN. Parce que on a nos idées patriotiques sont là. Nous regrettons qu'il n'y a pas eu d'accord au national. Nous allons perdre beaucoup avec cela. Mais l'important, c'est ce rapprochement. Et c'est les électeurs qui feront le choix. Il y a quand même 2 candidatures. Voilà, il y a 2 candidatures, mais il y a un rapprochement qui se fait dans les Ardennes petit à petit. Et c'est pour ça peut-être que monsieur vient de Suippes et pas des Ardennes. Il y a peut-être un manque de candidature et de volonté dans les Ardennes de se présenter face à Reconquête. Donc nous sommes là pour décider, les électeurs du RN, à nous rejoindre. Parce que moi-même, j'étais au RN avant, j'étais adhérente RN. J'ai quitté le RN parce que le R de RN ne veut plus dire... c'est le renoncement. Merci. Peut-être une réaction rapide, Baptiste Philippot, le RN, le R, renoncement. Le RN, la réponse a été donnée au second tour, même au premier tour de la présidentielle. Reconquête a fait 7% et Marine était qualifiée au second tour de la présidentielle. Et pourtant, des idées communes ? Pas d'alliance possible. Il y a tout de même des différences, notamment sur la retraite, sur un certain nombre de mesures, sur le pouvoir d'achat. On ne porte pas vraiment les mêmes propositions que Reconquête, qui sont à la fois trop radicales et injustes d'un point de vue social. Alors, on va développer toutes ces problématiques et on va d'abord se pencher un peu plus sur cette 2e circonscription des Ardennes, à la frontière de la Belgique. Pierre Cordier, je le rappelle, vous êtes député sortant.
Vous occupez le terrain, ça, tout le monde s'accorde pour le dire, vos partisans, vos opposants. C'est important pour un député, a dit Paulina Bédélem. En tout cas, elle souhaite le prioriser. Mais parmi vos opposants, certains trouvent que tout cela manque d'actes. Quel serait votre combat pour le quinquennat à venir et pour votre mandat à venir? Et qu'est-ce que vous répondez justement à ces opposants-là? Écoutez, je crois que quelles que soient les responsabilités et les mandats que l'on peut avoir, que l'on soit maire, conseiller départemental ou député, je crois qu'il est important d'être présent sur le terrain. Parce qu'en réalité, quand on vote la loi, on vote la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire qu'on vote des dispositifs, des règles qui devront être appliquées par les citoyens. Et je crois que si on n'est pas présent sur le terrain, qu'on n'est pas au contact très proche des habitants, on ne peut pas voter la loi correctement. Et c'est en ça que je me suis opposé très clairement à la majorité parlementaire de La République En Marche à Paris, parce qu'on voyait bien que tous ces parlementaires qui étaient là pour exécuter au doigt et à l'œil ce que disaient les ministres et le président de l'Assemblée nationale, a finalement tronqué et abîmé l'image du député. Je ne suis pas de gauche, ça ne vous a pas échappé, mais les parlementaires socialistes ou même du Rassemblement national ou même communistes avaient une liberté dans le cadre de leur vote de texte, ce qui n'a pas été le cas des parlementaires de la majorité qui sont très disciplinés. Et d'ailleurs, ils viennent de s'engager à travers une charte pour s'engager finalement à répondre au doigt et à l'œil aux consignes qui seront données par les ministres. C'est quelque chose de public, hein, c'est pas une attaque que je fais. Je dis simplement qu'ils se sont engagés finalement à ne pas entrer dans le débat et finalement à ne pas entrer dans la vie des gens. Donc c'est vrai que la présence sur le terrain, c'est important pour moi. Le contact, j'en ai besoin. Je suis très fier de ce travail et que finalement les gens le reconnaissent. Alors il n'y a pas que ça non plus, mais ça me paraît être un élément important. Gilles Loyer, une réaction peut-être ? Oui, alors bon, évidemment, M. Cordier est bien implanté, c'est clair, il court le terrain dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais simplement que il le reconnaît lui-même dans les articles de presse, que le fait d'être dans l'opposition, il n'apporte pas grand-chose finalement dans son travail, même s'il a un investissement personnel, mais bon, être du mauvais bord, on n'a aucune chance. C'est assez... Est-ce que vous pensez être majoritaire, M. Loyer ? Il y a du boulot pour atteindre 300 députés à l'Assemblée. Hein. Je pense que vous allez avoir un petit peu de mal. Alors, mais voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. Il faut attendre la fin pour en savoir le dénouement. Bon, ceci dit, c'est clair. Nous avons ici des gens qui se présentent avec plusieurs casquettes. Donc on part déjà avec un handicap dès lors qu'on est des gens qui décidons de faire de la politique parce qu'on le fait avec nos tripes, parce qu'on le fait pour les petites gens. Nos politiques actuelles sont complètement déconnectées de la réalité. La plupart n'ont jamais travaillé, la plupart ne savent pas ce que c'est que de faire les 3-8 ou de faire les feux continus dans une série. Vous l'avez fait, vous, et M. nous, Loyer ? bien sûr, tout à fait. Et il y a longtemps, alors. Non, pas si longtemps que ça encore. Mais dans la vie politique, enfin dans la vie réelle, celle qu'on rencontre dans la rue, les gens ne croient plus aux politiques. Ils ne croient plus parce que, justement, le discours de l'argent, du cumul des mandats, les cumulards, je préfère être plutôt un communard qu'un cumulard. Paulina Bédélem, on vous a vu réagir. Oui, tout à fait. Monsieur Cordier, quand vous dites qu'il faut voter, il faut être très proche des habitants et passer les messages, oui, effectivement, il faut être très proche, mais il faut aussi voter. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé à l'hôpital de Bel-Air, quand nous, on s'est battu pour avoir des Ségur, quand vous n'avez pas voté. Monsieur Cordier, supprimer les taxes d'habitation, vous n'avez pas voté non plus. Donc c'est bien d'être présent partout, mais il faut aussi voter les lois. Il faut aider les habitants. Vous savez, Madame Bédélem, je vais vous dire une chose. Vous pouvez regarder mon bilan en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale. J'ai vu que les critiques du gouvernement. Je suis dans les 50 premiers députés en termes de travail à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'en termes d'assiduité, de présence, il ne m'a pas manqué une seule semaine en 5 ans de mandat de député à l'Assemblée nationale. Donc, j'entends prendre des leçons sur mes convictions qui peuvent ne pas vous convenir, mais en termes de travail, de présence, j'ai aucune leçon à recevoir. Et vous dire également que je ne suis pas, comme on dit à l'Assemblée nationale, un Playmobil qui va lever la main comme ça au doigt et à l'œil des ministres. Je suis un député de la République, je représente les habitants de la circonscription et à ce titre, j'ai des comptes à rendre uniquement aux habitants de la circonscription. Le travail, c'est pas la présence.
Vous savez, Travail, c'est pas la non, présence. non, Bah, il faut écoutez, travailler, il faut proposer les lois, il faut écoutez, voter, si il vous- faut aider aux citoyens. Oui. La présence, c'est comme la présence quand vous faites aux manifestations, je sais Ouais. pas, à la brocante, etc. C'est que la Ah, présence. je fais jamais monsieur les Cordier. brocantes, moi, Ah, là, sauf quand je les aujourd'hui- fais habituellement. Ah là, aujourd'hui, il faut C'est quand vrai même qu'en termes de présence, si travailler. vous avez du boulot à rattraper. c'est Paulina pas faux. Bédélem, je suis pas la est-ce que candidate si sortante. vous Paulina êtes Bédélem élue, Paulina Bédélem, est-ce que si vous êtes élue députée, vous voterez et vous suivrez les consignes de votre groupe de la majorité présidentielle et voterez chacun des projets et propositions de loi? Écoutez-moi, aujourd'hui, je trouve qu'il faut dialoguer. Et il faut savoir dire, déjà, le plus important, c'est les habitants. Si on va à Givet, si on va à Fumé, si on va à Charleville, c'est pas les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, il faut passer les messages. Et moi, si je suis pas d'accord, je saurais dire que je suis pas d'accord. Et Enfin, vous aujourd'hui, êtes allé à Fumé, à Givet il pour la faut- première fois il y a quelques jours. Avant, vous ne Je connaissiez suis pas, pas la du tout la vallée de la mais Meuse. je suis pas la Nadège députée. Jacquemart, Oui, on, mais vous voit réagir justement Non, sur mais c'est cet parce que vous ancrage, n'habitez pas s'il sur vous la plaît. circonscription. Nadège Jacquemart, Ah, si, on ne ça, vous a c'est pas pas vrai. entendu. Non, C'est c'est pas Lily vrai. Boisfortin S'il vous chez plaît. Madame Poletti. Sur l'importance, on y reviendra, mais sur l'importance justement de l'ancrage territorial, on vous a vu Tout à réagir. fait, oui, tout à fait. Déjà, j'ai réagi quand M. Philippot a dit peu importe la circo. Après tout, non, pas peu importe la circo. Chaque circonscription a ses problèmes. Rien que déjà dans les Ardennes, la première, c'est pas la deuxième ni la troisième. On a des spécificités. Et quand on vient de la circonscription que l'on défend, on la connaît et on sait ce que veulent les gens. Moi, je suis originaire de Fumay, je suis de la circonscription. J'habite à Vrigne-Bois pour des raisons professionnelles, mais je suis de la circonscription. J'ai vécu mes 25 premières années là-haut. Mes parents habitent Fumay. J'ai de la famille dans toute la vallée. Je connais leurs problèmes. Je sais leurs problèmes pour se soigner. Je connais leurs problèmes pour de transport public, de services publics, d'emploi. Alors on l'entend, si Je vous le êtes élu, connais. vous allez porter, vous comptez porter la voix de à ces Ardennais. Tout à fait. Quels problèmes vous avez identifiés en Bah, tête les de problèmes, liste? voilà, les problèmes sont multiples. On a déjà une désindustrialisation sur la vallée de la Meuse qui est affolante. Hein. Quand on se balade dans la vallée, on ne voit que des usines fermées. Alors qu'est-ce que vous proposez et Alors- qu'est-ce que vous proposeriez pour Alors- lutter contre cette désindustrialisation? Il faut absolument réindustrialiser le pays, pas seulement les Ardennes. Et pour cela, nous, ce que nous proposons, c'est d'aider les entreprises pour avoir des zones franches. C'est déjà fait quelque part, je le sais, il y a déjà des zones franches qui sont installées, je le sais, mais il faut les étendre, il n'y en a pas suffisamment. Il faut aussi que l'on trouve de la main-d'œuvre qualifiée. Pour ça, il faut former les jeunes pour aller dans ces entreprises. Le problème, quelquefois, c'est que ces entreprises ne trouvent plus de personnel qualifié. Donc, voilà une chose. Et puis, surtout, se battre pour que les productions restent en France, Justement. ne partent pas à l'étranger et que l'on garde notre savoir-faire. Ça, c'est très important. Justement, dans la deuxième circonscription des Ardennes, on a récemment Tréfimétaux qui a délocalisé une partie de sa plus d'une production. centaine d'emplois. 119 Voilà, suppressions exactement. d'emplois. On a le projet des cycles Mercier qui devait voir le jour à Revin et qui n'a pas vu le jour faute d'obtenir des aides de l'État. Baptiste Philippot, est-ce qu'il faut toujours compter encore aujourd'hui sur l'industrie, réindustrialiser, ou il faut passer à autre chose? Je pense que c'est important quand même dans cette vallée de compter toujours sur l'industrie. Il y a toujours des emplois, il ne faut pas être non plus défaitiste. Il y a encore des emplois, il y a encore l'usine, même si elle a perdu des emplois, qui tente de se maintenir. Je pense qu'il faut essayer de l'aider. Il faut s'impliquer. M. Cordier l'a fait, il s'est impliqué. Mais c'est là où on voit aussi les limites du député. Encore une fois, il a des compétences, le député, mais il n'a pas une baguette magique. Il propose des lois, il légifère. Le député ne va pas dire je veux que le transport public circule de là à là. Et vous Ça, pouvez c'est vous une battre compétence pour qui porter se des bat, projets de loi, sur lequel on peut justement se à battre. partir d'observations Oui. sur votre Ma circonscription. phrase, c'est une loi, c'est quelque chose sur lequel on peut se battre au conseil régional, au conseil départemental. Voilà. Chaque strate a sa compétence. Le député légifère, encore une fois. Donc le député va légiférer sur baisser la TVA, par exemple, en France. C'était le projet de Marine Le Pen et c'est le projet que j'entends porter sur tout ce qui est l'énergie. Donc baisser, redonner du pouvoir d'achat aux Ardennais et aux Français en général en baissant les taxes sur le fioul, l'électricité, le Alors gaz. pour vous,
les spécificités de cette deuxième circonscription des Ardennes, c'est problématique. Finalement, ça n'a pas d'importance, ça ne va pas peser sur vos décisions, vos choix à l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça pèse, mais c'est des décisions qui sont beaucoup plus larges. La vallée de la Meuse, si vous prenez la vallée de la Fensch dans la Moselle, ça ressemble, c'est pareil, c'est une vallée qui est désindustrialisée. Donc ce qui va s'appliquer dans les Ardennes ne va pas s'appliquer que dans les Ardennes, ça s'appliquera également dans la vallée de la Fensch et dans d'autres secteurs de France. Et vous pourriez vous battre justement pour lutter contre cette désindustrialisation si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, ou finalement, comme c'est aussi une spécificité de la circonscription, ça ne pèserait pas sur vos choix et vos propositions de loi? Tout ce qui Qu'est-ce que vous proposeriez? Plus largement, si le pays se désindustrialise, c'est une mauvaise chose. Il faut se battre pour que ça se relocalise. Il faut travailler sur les circuits courts. Il faut revoir les lois parce que le vrai problème, c'est que les marchés publics ne donnent pas la priorité aux entreprises françaises. Donc il y a une réforme à faire. On est embêté par l'Union européenne parce que l'Union européenne interdit de passer des marchés aux entreprises françaises, mais il faut se battre pour que les entreprises françaises soient prioritaires sur la commande publique, déjà, une première chose. Ensuite, il faut essayer de baisser le coût du travail parce que le coût du travail est actuellement énormément élevé en France. Donc il faut baisser le coût du travail pour permettre aux entreprises de rester sur ce territoire. Gilles Loyer. Merci de vous mettre à deux. Oui, non, mais la question était principalement de savoir qu'est-ce qui est nécessaire de refaire sur la deuxième circonscription des Ardennes. Pour l'emploi, notamment. Pour l'emploi, etc. Donc, relocaliser, bien sûr, des entreprises, partir sur un projet avec des entreprises qui n'ont pas d'impact environnemental. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous parlez tous d'industrialisation, redonner du pouvoir d'achat. J'ai entendu Madame Bédélem qu'il y a tout un arsenal qui se prépare. Donc, on les connaît déjà. Ce sera des chèques pour ci, des chèques pour ça. C'est rendre une population complètement dépendante. C'est au bon vouloir. Donc ça, on n'en veut pas. Nous, le programme que nous portons, c'est une réforme globale de la société, donc qui doit être repensée depuis la base. Même si M. Cordier rencontre fréquemment les gens, mais il n'y a pas. Moi, depuis que je suis dans les Ardennes, j'ai jamais été invité à discuter des propositions de ce qui se passe ou qui pourrait se passer au niveau national. Faire la politique, à mon sens, c'est de repartir du début, c'est-à-dire le peuple, ceux qui vivent sur place. Donc, on a une politique, on a un projet global de remonter les informations, de faire de lourdes propositions, aussi bien sur les retraites, sur les salaires, sur le SMIC. Si la gauche, ça peut faire un peu sourire, mais quand même, il faut se souvenir que le SMIC, la dernière grande avancée sociale, c'était le SMIC, et c'est quand même bien la gauche qui l'a faite, c'est pas la droite. Dans tous les cas, on est la seule force d'opposition à un système qui, systématiquement, éloigne le citoyen, et aussi bien dans les transports, dans les services publics globaux. La casse de la droite, surtout sur le service public, systématiquement, quand on parle de droite, c'est quoi? C'est casse du service public, ça coûte un argent de fou. Non, c'est pas vrai. Le Paulina service Bédélem, public, c'est pas ça. Paulina Bédélem, justement, peut-être sur ces services publics et ce qui vient d'être dit. Alors moi, je voulais dire juste, pour vous compléter, vous savez, je suis allée voir plusieurs entreprises la semaine dernière, et il y en a beaucoup qui me disent qu'on ne cherche même plus maintenant, aujourd'hui, les personnes formées. On veut juste les personnels qui viennent travailler dans les usines. Et là, je pense que c'est l'intérêt de travailler aujourd'hui, ce qui propose aujourd'hui notre président, à Jeunes, une solution. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, j'imagine bien, il faut trouver les idées de déclencher la motivation des gens à travailler aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, quand on ne gagne pas assez, on ne peut pas avoir l'usine dans notre village. Malheureusement, il faut se déplacer, il faut payer l'essence. On ne peut pas non plus, il faut manger à midi. Quand on se déplace, alors ça passe par une revalorisation des salaires? Voilà, tout à fait. Ce qui est déjà, je pense que vous avez déjà entendu qu'Emmanuel Macron, il est prévu, il va demander les entreprises d'augmenter les salaires, et l'indice des fonctionnaires, ça serait augmenté aussi. Et moi, je pense que, bien évidemment... faire dans les 5 premières années, Madame Bédélem. Bah oui, mais c'est le président sortant. C'est le président sortant. Il n'y a qu'à Faucon, il faudrait que. C'est quand même stupéfiant d'entendre cela, alors que le président Emmanuel Macron est sortant. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant les 5 années où il était... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, Pierre Cordier, justement, contre cette désindustrialisation? Il faut être, si vous voulez, pragmatique. Effectivement, les questions liées à l'emploi, effectivement, et au développement économique, moi, ça me fait sourire.
dire, parce qu'on a eu un président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu à Charleville-Mézières annoncer 1000 emplois à Cévital pour créer une entreprise de 1000 emplois à Charleville-Mézières. On a eu une ministre qui s'est déplacée à Revin pour annoncer la création de 300 emplois pour relocaliser les cycles Mercier. J'ai sollicité la ministre de l'Industrie, Madame Pannier-Runacher, dans le cadre de la problématique KME, où il n'y a plus qu'une seule entreprise en France qui fabrique des tubes en cuivre. À Fromelles. Je n'ai eu aucune réponse. Et aujourd'hui, on vient donner des leçons sur ce plateau pour dire comment il faut faire, est-ce qu'on aurait pu faire, est-ce qu'on va faire demain. Mais je dis, par rapport à ces faits de la venue du président ou de Jacqueline Gouraud ou de KME, on a des exemples qui viennent de se dérouler pendant 5 ans qui devraient justement... Une réaction, Pauline Abédélem, justement. Par rapport à l'avenir. Monsieur Cordier, ben vous savez comme moi que le cycle Mercier, l'argent, ils sont toujours là. Les fonds, les subventions, ils sont toujours là. Et le travail, il est Et pourquoi vous avez rien trouvé? Pourquoi vous n'avez pas ramené une entreprise de la vallée des Ardennes? Écoutez, je vais vous dire une chose, madame. On voit bien votre raisonnement, dans votre qui travail. est un raisonnement très inquiétant. Le raisonnement selon lequel seuls les députés de la majorité parlementaire pourraient obtenir des choses sur leur circonscription. Non. C'est purement scandaleux, madame Bédélem, parce que ça sous-entend que des députés de gauche ou de droite ou du Rassemblement national n'auraient le droit à rien parce qu'ils ne seraient pas députés de la majorité. Pierre Cordier, votre raisonnement est scandaleux, madame. Pierre Cordier, Scandaleux. vous travaillez pas, Pauline Abédélem, et vous en rendrez compte aux habitants de cette circonscription qui viennent de vous entendre. Non, je vais vous dire quelque chose. Les élus aujourd'hui, ils ne travaillent pas avec vous. Ils ne travaillent pas avec vous. Et même il y a une nouvelle qu'on attend très rapidement et très bientôt. Vous serez même pas au courant. Restez calme. Alors on va avancer aussi sur les problématiques, justement. On va avancer, vous allez avoir l'occasion d'échanger sur d'autres problématiques, d'autres enjeux de cette circonscription. Justement, on vient de parler de la désindustrialisation. Pauline Abédélem, quel autre sujet, quelle autre problématique vous porteriez, vous avez identifié sur la circonscription des Ardennes? Et plus globalement, nationalement aussi? Alors, il y en a beaucoup, hein. Bien évidemment, les problèmes des Ardennes, je pense qu'ils se ressemblent aussi de les autres départements. Par exemple, les manques de médecins. Vous savez, la ville de Femay, en 4 ans, elle a perdu 2 médecins généralistes. Il ne reste que 2 médecins, et médecins qui ferment leurs portes à 17h. Quand on travaille, on ne peut pas ni ramener notre enfant, ni aller après le travail chez les médecins. Vous auriez dû en parler Emmanuel Macron, il aurait sans doute dû soulever. Alors, les déserts médicaux, donc, Pauline Abédélem. Là, je pense qu'aussi, il faut réfléchir et créer la loi qui peut permettre d'installer aujourd'hui les médecins. On va vous laisser y répondre. Pierre Cordier, on va écouter Nadège Jacquemart sur cette question des déserts médicaux. J'entends parler des déserts médicaux, etc. Ça fait 10 ans qu'on en parle, etc. 5 ans que M. Macron est au pouvoir et il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. On a eu l'impression ce matin qu'il découvrait le problème des hôpitaux, alors que ça fait 5 ans qu'on en Notamment la crise des urgences, il a proposé une mission la spéciale, un flash. C'est quand même bien géré, madame. Ah bon, vous trouvez? Ah bah bien sûr. Avec des sacs plastiques, avec des sacs plastiques sur les soignants. On n'a pas tous la même vision des choses. La parole sur le sujet, Nadège Jacquemart. À l'hôpital de Bel-Air, à Charleville-Mézières. Nadège Jacquemart, qu'est-ce que vous proposeriez concrètement pour lutter? Vous êtes tous d'accord sur le constat. Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement pour lutter contre ces déserts médicaux? Déjà, avoir plus de médecins, c'est une évidence, Mais le problème, les médecins, c'est un concours. Pour 1/10 de point, vous avez quelqu'un qui pourra être très brillant, qui pourra être un excellent médecin, qui se retrouve mis de côté. Donc le numerus clausus doit être augmenté, évidemment, c'est une évidence. Mais le problème, c'est ça, c'est ces jeunes feront de très bons médecins. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que ces jeunes-là, il faut leur donner une certaine obligation à venir dans les déserts médicaux. Pour ça, il faut les inciter financièrement, évidemment, en les aidant, par exemple, pour faire leurs études. Ça, encore une fois, les études sont longues, les études coûtent cher. Tous les parents qui ont des enfants étudiants... Donc une bourse d'études spéciale? Voilà, mais qui les engagerait à rester dans un désert médical un certain nombre d'années. Après, peut-être aussi pourront-ils s'installer dans ce désert médical. Mais pour moi, ça me semble une bonne solution. Parce que même des mairies proposent des locaux et ne trouvent quand même personne. Donc il faudrait une obligation. Des maisons de santé. Il existe aussi des incitations financières à l'installation. Exactement. On est sur une zone transfrontalière aussi où on a une coopération avec la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut faire de
notamment pour l'hospitalisation des habitants, des facilités. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Baptiste Philippot ? Mais écoutez, ça faisait 40 ans que le Rassemblement national et avant le Front national réclamaient la suppression du numerus clausus. En fait, c'est une limite qui impose des barèmes et on ne peut pas avoir plus de médecins que ce numerus clausus. Sauf que la société évolue. Il y a 40 ans, les médecins étaient principalement des hommes et maintenant, il y a aussi des femmes. Et elles ont une vie familiale, etc. C'est plus la même société qu'il y a 40 ans. Et le numerus clausus fait qu'en restant sur un même nombre de médecins, en passant aux 35 heures aussi, ils ne pouvaient pas maintenir la même activité de soins. Donc et c'était Nadège important Jacquemart de le disait, supprimer. parler de l'attractivité Et il y a justement également la des deuxième Ardennes. chose. Est-ce que les La Ardennes deuxième sont chose, assez attractives c'est que pour les futurs médecins ? Il y a aussi des aides qui existent déjà, des aides à l'installation, mais le vrai problème, c'est déjà le manque de médecins. Donc malheureusement, comme cette mesure a été faite beaucoup trop tard, on va devoir attendre qu'une génération de nouveaux médecins soit formée et que le numerus clausus ne s'applique pas. Alors comment on attire des nouveaux médecins médecins dans les Ardennes, des jeunes médecins dans les Ardennes ? Ça a été fait dans les mairies Rassemblement national. Je peux vous donner un exemple. À Hayange, on a attiré une nouvelle médecin, on lui a donné un local gratuit, qui est payé par les impôts du contribuable toujours, mais un local où elle peut exercer son activité. Donc ça peut passer par des incitations, effectivement, mais le vrai problème et la vraie solution, c'est la suppression du numerus clausus. Gilles Loyer, peut-être votre point de vue sur ce problème d'accès aux soins dans une zone où on n'a pas de grosses unités urbaines ? Tout à fait. Alors, on parle de la problématique d'accueillir des médecins, de les installer. C'est vrai, c'est évident, il faut faire quelque chose. Maintenant, j'en vais revenir encore une fois au service public. Depuis le temps que les gouvernements de droite font des politiques de chiffres, de graphiques, de tableaux Excel, il ne faut pas être étonné aujourd'hui que François Hollande était le président de la République. Mais donc, juste que François Hollande, il n'était pas de droite, mesure, non, je n'ai pas dit que Hollande était de droite. Oui, mais il était le président avant, il y a 5 ans. Certes. Ça fait pas si longtemps que ça que la gauche était au pouvoir. Et Hollande, c'est à gauche. Mais Hollande a enfanté quand même Macron. Donc, à l'arrivée, j'étais en train d'expliquer que, effectivement, les services publics, c'est quelque chose qui doit être redéployé dans les hôpitaux. On parle de vouloir remettre de l'emploi, mais réarmons fumée, remettons un poste avancé de soins sur JV. Vous vous rendez compte quand même, alors Monsieur Cordier, qui connaît très bien le territoire, aujourd'hui, à JV, vous naissez en Belgique, vous vous soignez en Belgique, vous mourrez en Belgique. Et ces maisons de santé transfrontalières, elles ne marchent pas ? Ben si, il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut beaucoup plus que ça. Il faut aller plus loin dans le transfrontalier. Alors on parlait vite fait du transfrontalier pour les soins, mais aussi pour désenclaver la Pointe. Si on avait des cadencements de train autrement, et si on avait une ligne, par exemple, Givet-Dinan, qui existerait, vous auriez plus de tourisme, vous auriez aussi des jeunes pour aller faire leurs études. Quand vous habitez à Givet et que vous devez aller à Lille, par exemple, il est bien plus aisé de passer par Dinan que de passer par Charleville. Vous gagnez quand même 2 heures, 3 heures. Sur la question des transports, Paulina Bédélem, comment favoriser les circulations ? Là, on est quasiment obligé, quand on travaille dans la Pointe, d'utiliser sa voiture. Alors oui, tout à fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'essence coûte cher pour aller travailler. Et moi, je pense que ce qui propose aujourd'hui notre cher président... Mais le président va nous offrir des chèques. Non, ça serait location de voiture électrique à 100 € par mois. Auront-ils les moyens, les gens, de le faire ? Attendez, pour l'instant, on ne sait pas. Déjà, on ne sait pas mettre 10 litres d'essence, donc louer, c'est pire. Vous savez déjà en avance quels critères on aura ? Je ne sais pas les critères. Moi, je ne sais pas, les chèques énergie, je ne les ai pas vus non plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, c'est bien aussi pour notre nature, d'utiliser quand même les voitures électriques. Bien évidemment, ça coûte cher. Où est l'intérêt de travailler que le gouvernement devait aider aux gens à acheter aujourd'hui les voitures électriques ? Et c'est l'avenir, ou faire location. Les voitures électriques, oui, c'est l'avenir. En effet, quand tout le monde partira en vacances avec sa voiture électrique, le week-end du 15 août, on va avoir des soucis, quoi. Oui, mais après, pour se recharger sur l'autoroute, il va y avoir une sacrée Après, on peut faire file. juste location pour aller travailler, par exemple. Voilà. Et pour les vacances, vous pouvez partir autrement. Vous pouvez utiliser le train aussi. Ça, c'est aussi des choses à revoir. D'une voiture électrique. Le train aujourd'hui coûte cher en France. Là, c'est aussi. Justement, sur le réseau, on a un réel problème de transport. Sur le réseau existant dans les Ardennes, justement. Je vais vous citer un exemple. Je suis professeur des écoles. Il y a un stagiaire qui venait. Nous, on arrive à 8h à l'école. Avec ses transports, lui, il arrivait à 7h. Il ne pouvait pas faire autrement.
Il n'y avait pas d'autres bus. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Mais on multiplie les horaires, on multiplie les lignes. Enfin, il faut quand même... Les transports publics n'ont pas à être rentables, c'est un service public. Quand les services publics seront rentables, eh bien, on pourra en parler, ça n'a jamais été. On veut rendre rentable une piscine, un hôpital, mais c'est pas possible, c'est du service. Le service n'a pas à être rentable. Donc il faut revenir sur cette notion de service. Le service public dans les transports, offrir plus d'horaires, que des jeunes ne se lèvent pas à 6 heures du matin pour pouvoir aller dans leur lycée, leur collège, et ne rentrent pas à 19 heures le soir. C'est pas des journées, ça, pour des jeunes. Comment voulez-vous les motiver et qu'ils soient toujours dans leur travail? Ils sont fatigués à la fin. Donc, c'est pareil pour tout. Et puis, quand on doit prendre sa voiture, nous, ce qu'on proposait, c'est que l'employeur, sur le même système que les transports en commun, paye une partie de l'essence de ses employés. Voilà, et que ce sera déduit Pierre fiscalement. Cordier, une réaction sur ce réseau de transport, cette problématique des transports qui est souvent liée aussi à la ruralité? Tout à fait. Ces territoires ruraux ont été littéralement méprisés pendant 5 ans avec Emmanuel Macron. Il y en a eu pour les métropoles, pour les start-upers, pour les grandes villes, pour les gens qui ont un peu de moyens. Et c'est vrai que tous ces territoires ruraux qui connaissent des difficultés, c'est pas seulement vrai dans les Ardennes, un exemple a été cité tout à l'heure en Moselle, mais pas que, avec des parlementaires aussi que moi je connais, qui étaient de la majorité parlementaire, qui ont eu à déplorer cette politique en direction uniquement des métropoles et des lieux où il y a de la richesse, où il y a du développement économique. Dans les Ardennes, c'est pas le cas. Donc on a besoin de plus d'État, on a besoin de mieux d'État, et puis une collaboration étroite avec les collectivités. C'est vrai que la région présidée par Jean Rottner, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, notamment sur cette ligne Charleville-Givet. Il y a une étude qui est en cours de réalisation pour réouvrir cette ligne Givet-Dinan et qui pourrait permettre effectivement à ce que ce secteur soit quelque peu désenclavé. Donc on ne peut pas non plus avec les TER avoir une périodicité avec des TER qui pourraient partir tous les 15 ou 20 minutes ou 30 minutes de Charleville-Mézières. Il y a eu beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'au niveau des horaires en direction des collèges, des lycées, des écoles primaires ou des lycées professionnels, c'est pas toujours facile, mais je partage ce qui a été dit sur le service public et le fait qu'un service public ne puisse pas être rentable. C'est effectivement, les exemples ont été donnés sur le transport, sur une piscine ou sur une autre structure. On a besoin de services publics, on a besoin de mieux d'État sur une circonscription comme celle-là. C'est le combat que j'ai mené, en tous les cas, pendant 5 ans, sans être entendu par cette majorité. On va avancer, on va entrer dans la dernière partie de ce débat. Une question, chacun, qui va aussi vous permettre d'avancer l'un des dossiers que vous comptez prioriser. Si vous êtes élu, quelle première loi vous souhaiteriez proposer? Baptiste Philippot. La toute première, ça serait baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits de première nécessité et également de réindexer les retraites sur l'inflation parce que là, les personnes retraitées vont subir de plein fouet les 5% d'inflation, donc de baisse pour eux sur leur retraite dès l'année prochaine. Nadège Jacquemart, même question. Si vous deviez proposer votre première proposition de loi, quelle serait-elle? Alors, ma première proposition irait dans le sens d'avoir plus de pouvoir d'achat, mais en même temps d'aller vers le monde agricole. C'est-à-dire que nous proposerions que les ventes directes du producteur au consommateur soient exemptées de TVA. Ce qui permettrait aux producteurs, agriculteurs, que ce soit de viande ou de légumes, fruits, etc., de vendre moins cher leurs produits, puisqu'il n'y aurait pas de TVA. Et ça permettrait aux consommateurs d'avoir de meilleurs produits. Et en plus, on favorise les circuits courts. Donc, ça ne serait que bénéfice pour tous. Pauline Abdelhem, même question. Si vous êtes élu, quelle première loi vous proposeriez à l'Assemblée nationale? Alors, bien évidemment, je vais soutenir Emmanuel Macron sur la loi de pouvoir d'achat, sur les chèques qu'il propose aujourd'hui pour nos citoyens. Je soutiendrai aussi également pour les blocages des prix. Et si vous deviez proposer une loi, personnellement, je devrais proposer la loi. Vous savez, je travaille dans le milieu social et surtout dans le milieu handicap. Et aujourd'hui, on a discuté un petit peu de ce sujet-là. Et je pense que c'est malheureusement, mais c'est vrai que les Ardennais aujourd'hui, ils vont se soigner en Belgique. Moi qui travaille de l'établissement médico-social auparavant à l'hôpital, donc j'ai bien vu que des malades qui partent
c'est-à-dire les résidents, vous voyez, de les foyers d'accueil, de les maisons d'accueil spécialisées, ou de les structures spécialisées pour les personnes en situation de handicap en Belgique. Moi, certes, quand on rêve tous d'avoir des grosses usines qui s'installent de la vallée, mais je pense qu'aussi, aujourd'hui, il faut revoir ce système. Il faut commencer à créer, comme en Belgique, d'abord, les établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap. En s'inspirant donc de ce qui se fait directement chez nos voisins belges, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et on fera en mieux. Ce serait c'est-à-dire, je souhaite que ça serait chaleureux, accueillant et respectueux. Bien évidemment, ça se fait déjà en Belgique, mais je pense que si on peut faire encore mieux, ça serait encore mieux. Gilles Loyer, quelle serait votre priorité ? Alors, ma priorité, ce serait déjà de m'inscrire dans la commission des affaires sociales pour veiller et surtout ensuite me positionner sur des commissions d'enquête pour contrôler l'État. Parce qu'en fait, c'est aussi peut-être un des sens notables qui éloigne les gens de la politique. Ils n'ont pas de retour. S'il n'y avait pas de commission d'enquête, etc., on n'aurait pas les retours sur les affaires Benalla et autres. Donc, effectivement, me positionner. Ensuite, parlons des lois où, effectivement, moi, ayant travaillé très longtemps dans le social, ce qui touche à l'urbanisme, au bien-être des gens chez eux, c'est une chose. Donc, lutter contre le logement indigne, rebâtir du foncier sur ce qui existait pour ne pas attaquer les sols et rebétonner. Donc ça, je me poserai plutôt là-dessus. Je suis du caractère humain. Et dans tous les propos que j'ai entendus ici depuis le début du débat, il y a toujours la valeur argent ou industrie. Mais alors, l'humain n'existe pas. À aucun moment, j'ai entendu quelqu'un s'exprimer sur telle ou telle personne, une réalité de terrain. Situation handicap, c'est les humains. Vous parlez grosso. Non, mais attendez. Déjà, entre vous et moi, j'ai un problème d'image avec vous. Parce que vous affichez avec des gilets jaunes et vous êtes avec le matraqueur assermenté des gilets jaunes. Excusez-moi, vous vous positionnez où exactement ? Je ne comprends pas. Pour respecter les temps de parole aussi, avant d'entendre Pierre Cordier sur cette première proposition de loi, une réaction, Baptiste Philippot, sur ce qui vient d'être dit, l'humain qui n'est pas présent sur ce débat dans les propositions qui ont été faites. Je parlais à l'instant des personnes en retraite, je parlais du pouvoir d'achat, de baisser la TVA. Pour moi, c'est l'humain derrière, donc je vois pas. Je suis pas senti visé en fait par ce propos. Voilà. Et sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que rapidement vous pourriez proposer, vous proposeriez vous ? Je l'ai déjà dit, donc la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Sur les produits les mesures électriques, gouvernementales etc. et les annonces récentes d'Emmanuel Macron, puisque ça va être l'un des premiers textes que les députés vont être amenés à voter, ce texte sur le pouvoir d'achat, contenir la hausse des énergies, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui peut vous convaincre ? C'est totalement indispensable. De toute façon, la hausse de l'énergie, le prix, ça sera un peu technique, mais le prix PEG Nord, parce que l'indice de l'énergie est basé sur le PEG Nord, a été multiplié par 10. Donc si on multipliait les factures d'énergie de tous les Français par 10, ça serait complètement impossible pour eux de les payer. Donc évidemment qu'il faut au minimum un blocage, mais au-delà de ça, il y a aussi l'inflation sur tout le reste des produits qui augmente, donc il faut aussi baisser les taxes, baisser la TVA à 5,5 et aussi faire ce que Marine Le Pen proposait durant cette élection, faire les 100 produits de nécessité à 0% de TVA. Pierre Cordier, rapidement, la première loi que vous proposeriez si vous êtes réélu à l'Assemblée nationale ? Écoutez, moi j'ai eu la chance pendant ces 5 années de déposer 3 textes et de défendre 3 textes à l'Assemblée nationale. Un texte sur le démarchage téléphonique intempestif, un texte sur l'excès de normes connu par les entreprises, les artisans, les commerçants, et un texte pendant la période Covid qui permettait aux conseils départementaux de pouvoir aider les entreprises. C'est donc des textes qui sont des textes de consensus où il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas d'en marche. C'est des textes de bon sens. À chaque fois, parce que le texte était proposé par un député qui n'était pas de la même tendance que la majorité, le texte a été repoussé. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il est important dans notre démocratie que l'on puisse respirer, qu'on ne confie pas toutes les prérogatives à Emmanuel Macron et que des députés d'une autre tendance politique puissent aussi s'exprimer. Alors on le voit bien, les préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la santé, notamment les déserts médicaux, et le troisième élément, c'est la sécurité. Donc bien entendu, le texte que je déposerai concernerait un de ces 3 thèmes, mais j'ai eu l'occasion déjà de défendre 3 textes au banc et ça n'a pas été facile. Une réaction peut-être, Paulina Bédélem, à ce qui vient d'être dit sur ces textes bloqués ? Alors moi je pense qu'aujourd'hui, il faut être dans un bon wagon si on veut que ça avance.
Voilà, c'est tout ce que Alors je veux dire. le bon wagon, c'est-à-dire Je pense qu'aujourd'hui, il faut On va savoir élire communiquer. 577 députés en mars. Non, je veux dire Grosso qu'il faut modo, ils vont savoir obéir communiquer. tous. On peut être de l'opposition, mais il faut savoir compliqué. communiquer. Et je pense que Pour vous, si c'est un on- problème de Je crois qu'en communication termes de communication, Madame Bédélem, je pense que Paulina Bédélem. là-dessus, je si pense on pas veut que j'ai que trop ça de leçons à avance dans les recevoir. Ardennes, il faut, Ouais. voilà, il faut Mais il faut aussi communiquer, connaître les gens, il faut Madame Bédélem. dialoguer, il Ce qui est faut pas connaître forcément les votre gens. cas. Et il faut Ouais. que les jeunes nous apprécient aussi, Monsieur Cordier. Ah oui, tout à ça, fait, c'est j'ai aussi pas pas trop de possible. soucis. Ça, c'est Vous pas savez, votre Madame problème. Bédélem, j'ai été Pauline. élue et réélue 9 fois d'affilée, Madame Bédélem. Donc je crois qu'en termes de code de popularité, je n'ai pas Est-ce trop qu'il de y a une leçons à place recevoir. pour l'opposition à l'Assemblée nationale, pour les textes d'opposition à l'Assemblée nationale, selon vous, Paulina Bédélem? Bah, moi, je pense que oui. De toute façon, Très bien. comme vous J'aurai dites, donc ma place. de la Merci, pi- madame. de le pays démocratique, il faut avoir des Merci. oppositions que, bien. voilà, comme ça, Je suis heureux de vous le l'entendre gouvernement dire. travaillera encore mieux, voyez. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, il faut quand même, je pense que c'est la chance que j'ai aujourd'hui d'être de la majorité présidentielle pour pouvoir défendre les Ardennes et Oui. pas rester oublié comme ça en opposition, vous D'accord, voyez. d'accord. Je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut avancer dans les Ardennes. Oui. Et Et ce pas sera- rester... Ce sera aux Ce sera électeurs. donc- Ce sera aux électeurs de juger. Ce sera le mot de la Parfait, fin. ce sera le mot de la fin, exactement. Ce sera donc aux électeurs de juger. Merci à tous les 5 Merci. d'avoir échangé sur l'avenir de cette deuxième circonscription des Ardennes. Vous pouvez retrouver ce débat sur les sites de France 3 Grand Est et France Bleu Champagne-Ardenne. Prochain rendez-vous ce dimanche, 2 débats présentés par Nicole Fachet et Sophie Constanzer, consacrés aux premières et deuxièmes circonscriptions de la Marne. Rendez-vous à 11h. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée sur France 3. À bientôt.